comment on le mesure. Et le dernier point, c'est de parler de la culture du self-learning et de la culture de la responsabilisation de l'individu dans sa formation, puisque ce n'est pas simplement en mettant à disposition des contenus que nous allons tous nous former, il faut aller un peu plus loin. Donc on essaiera de vous présenter à la fois des tendances et des outils, et encore une fois, et je le redis pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, on vous invite à poser vos questions dans le chat si vous en avez, ou à nous préciser vos attentes si vous le souhaitez. Alors, un premier point rapidement, un peu de contexte, c'est de dire que on vit dans un monde dans lequel une compétence donnée a une durée de vie de plus en plus limitée. On prend souvent l'exemple du marketing. On pouvait apprendre le marketing avant et on va dire avoir cette compétence, avoir une compétence confirmée, stable pendant plusieurs années. Aujourd'hui, à l'heure du digital, les technos évoluent en permanence, les usages évoluent en permanence, la réglementation sur le marketing digital et ce qu'on peut faire, par exemple, des data évolue quasiment tous les 6 mois. Donc, il y a un vrai enjeu d'obsolescence permanente de cette compétence qui amène de plus en plus de métiers et donc de personnes à devoir se former en permanence pour rester à jour et évoluer. Cet exemple, on l'a dans le marketing, mais c'est une tendance de fond dans d'autres secteurs, plus ou moins rapidement selon les métiers. Mais on voit qu'il y a cet enjeu d'obsolescence de la compétence et donc l'obsolescence de la formation qui va avec. Donc la durée de vie des compétences ne cesse de diminuer. On n'a pas forcément aujourd'hui de capacité de mesurer la durée de vie d'une compétence. Hein, ce serait bien, mais on ne peut pas. Mais on voit que c'est quelque chose qui est une tendance de fond. Et du coup, ça nous amène à une notion qui est clé et qu'on voit de plus en plus émerger, c'est la notion d'employabilité, qui était finalement peu présente dans le débat. On parlait plus d'emploi, mais pas tellement d'employabilité. Et l'employabilité est une notion qui avait pas forcément une bonne image. Elle pouvait paraître soit anxiogène, soit négative, soit comme une pression exercée sur les salariés. Donc on voit arriver cette notion. Alors on vous a mis 2 définitions possibles de la notion d'employabilité. Il y a plusieurs manières de le définir. Alors sur le ministère français de l'emploi, l'employabilité, c'est la capacité à évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail pour réaliser de manière durable le potentiel qu'on a en soi. Donc là, c'est intéressant, c'est une définition qu'on aime bien. Elle parle de potentiel, elle parle de se réaliser, elle parle vraiment de l'évolution d'un individu, et donc aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel en termes d'insertion. Et la définition de l'Organisation internationale du travail, c'est une définition plus concrète, on va dire. L'employabilité est l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement. Donc c'est l'idée de dire que l'employabilité, c'est prendre soin de sa capacité à évoluer dans un univers professionnel, à rebondir le cas échéant, à anticiper les compétences dont on va avoir besoin pour être finalement capable de s'insérer sur ce marché du travail. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le monde de la formation, les entreprises de la formation, les services formation dans les entreprises vont vivre le même sort que les services informatiques. Aujourd'hui, dans le monde de l'informatique, on parle beaucoup d'agilité et on demande de plus en plus aux sociétés technologiques qui fournissent des services informatiques, des logiciels, de livrer des produits techno en quelques mois de manière beaucoup plus rapide, là où avant, on faisait un grand cahier des charges, on lançait du développement, on livrait un produit 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, et entre-temps, les usages avaient changé, et donc les équipes informatiques et les métiers de l'informatique ont été très bousculés dans leur capacité à être plus rapides, plus réactives, et à mieux s'adapter aux besoins des utilisateurs finaux. Et donc, on peut faire le parallèle avec la formation. Aujourd'hui, est-ce que la formation est capable d'être assez souple, agile et rapide pour proposer une solution à tous les apprenants, à tous les individus, que ce soit au niveau du système de l'enseignement supérieur ou dans les entreprises, bien sûr. En tout cas, on voit ce parallèle émerger. Et un dernier point de contexte, c'est de dire que malgré le fait que la notion d'employabilité se développe, on parle de plus en plus de ces sujets-là, eh bien, tout le monde aujourd'hui n'a pas forcément conscience de l'importance de se former. Tout le monde n'a pas cette prise de conscience-là. Alors, il y a plusieurs leviers qu'on a identifiés dans les projets qu'on a pu mener. Là, il y a un premier point qui est le fait de ne pas forcément être conscient de la nécessité de se former, puisqu'on n'en a pas forcément besoin dans son métier ou que c'est pas quelque chose dont on est conscient. Un deuxième point, et c'est celui dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est celui de savoir par où commencer. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources. On peut passer des heures sur un moteur de recherche à trouver de l'information. Donc, il y a, voilà, arriver à comprendre l'offre de formation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est payant, est-ce qu'un cours est pertinent pour vous ou pas. Donc voilà, savoir par où commencer. Un troisième point qui est le fait que la formation et la formation tout au long de la vie n'est pas forcément valorisée par l'entreprise ou le manager.
Donc le fait d'aller se former, est-ce que ça va vous permettre une évolution professionnelle? C'est pas toujours le cas, donc il y a un sujet autour de ça. Et après, il y a le rapport au temps. On vit dans un monde plus accéléré, et donc il faut trouver du temps. Voilà, il y a la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le transport, la surcharge d'informations. Donc en plus, on doit se former, ça commence à faire beaucoup. Et donc ces 4 points-là sont aussi ce qui contribue à expliquer pourquoi la culture de la formation tout au long de la vie peut encore se développer. Alors, un point, et je laisserai ensuite la parole à Clément. Aujourd'hui, on vit donc dans un monde où le contenu sur étagère explose. Ce qu'on appelle contenu sur étagère, c'est des ressources pédagogiques qu'on va pouvoir utiliser, qui existent déjà, qui ont été produites, et qu'on va pouvoir utiliser pour ces formations. Ces ressources sur étagère, elles peuvent être de tout type. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos sur YouTube, des MOOC, et bien sûr, ça peut être des offres d'organismes de formation payants en ligne ou en présentiel. Il y a une richesse, une diversité aujourd'hui de contenus qu'on peut utiliser pour se former à titre individuel ou pour former dans son entreprise. Cette offre, elle est exponentielle, elle est pléthorique. Ça va ne faire que continuer dans les prochaines années. Et de plus en plus, elle va être gratuite également, et on en reparlera, puisque grâce au MOOC, grâce à YouTube, on va pouvoir trouver énormément de choses. Donc on a une vraie explosion, et Clément va vous détailler un peu concrètement comment ça se matérialise aujourd'hui. Alors oui, on a une chronologie en fait qu'on aime bien partager, la chronologie de l'apprentissage tout au long de sa vie et là l'apprentissage tout au long de l'année dans le cadre de cette chronologie. Donc on voit qu'il y a une dizaine d'années, on avait, quand on était dans l'entreprise, que du corporate learning, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est-à-dire que les services formation délivraient des formations, les managers délivraient du coaching, du suivi. C'est tout ce que vous voyez en bas de cette chronologie. Donc avec des choses toutes les semaines, des choses tous les mois, tous les trimestres, ou de manière plus annuelle, on parle ici de formation présentielle. Et en fait, on a vu émerger toute une offre de formation gratuite, des millions de contenus qui chaque jour sont déposés sur le web. Alors comme le disait Antoine, sur YouTube, sur des plateformes de MOOC comme France Université Numérique. Et aujourd'hui, le salarié, les différentes populations vont se former du quotidien avec ce qu'on fait tous. Je pense qu'aujourd'hui, on le fera tous, c'est se connecter sur Google pour trouver un article, trouver une réponse à une question, aller sur YouTube pour regarder une vidéo ou regarder un tuto de comment fonctionne un logiciel comme Excel. On échange sur des forums, on lit des articles qui nous permettent de nous former en quelque sorte de manière informelle tout au long de notre vie. Et ça, c'est des choses qui commencent à rentrer dans les mœurs, c'est des choses pour lesquelles on commence à se rendre compte qu'il y a une vraie tendance et qu'on se forme au final avec les ressources du web en complément et pas du tout en remplacement de ce qui existe déjà dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un renfort dans l'employabilité d'aller jusqu'à suivre des MOOC chaque année pour se certifier et renforcer son employabilité. Et donc à travers cette frise, on voit l'évolution d'une montée en compétences tout au long d'une année et tout au long d'une vie si on est à l'échelle d'une carrière par exemple. Ce qui est intéressant aussi je trouve dans cette représentation, c'est de montrer qu'on peut apprendre avec énormément de sources différentes et qu'un article de presse, un e-book, une conversation sur un forum va compléter ou enrichir un dispositif de formation, un webinar. Et c'est vraiment cette richesse, cette capacité à utiliser tout un écosystème qui fait en fait l'apprentissage. C'est une succession de petits moments d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête de se dire que quand on lit un article, on peut potentiellement en apprendre quelque chose qui va enrichir une formation ou un e-learning. Exactement. Du coup, on passe à la deuxième partie qui est comment organiser sa veille et sa curation pour personnaliser l'offre de formation, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de ressources, qu'on va se former, qu'on va chercher, passer du temps sur Google ou sur YouTube à chercher la bonne ressource. L'objectif, c'est de vous donner les clés sur comment on organise cette veille pour la qualifier et surtout comment on organise sa curation de contenu, c'est-à-dire comment on va aller chercher les meilleures ressources pour pouvoir les recommander potentiellement d'entreprise. Et Antoine, je vais te laisser commencer avec le rôle du Learning Curator, déjà nous expliquer ce qu'est le Learning Curator. Alors effectivement, on a parlé de curation, on n'a pas encore défini le terme, c'est important de le faire. Donc la curation en anglais, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le monde des expositions, des commissaires d'exposition. En fait, un curator, c'est quelqu'un qui organise une exposition, qui va définir la ligne éditoriale, qui va rassembler les œuvres, donc aller contacter les musées ou les particuliers qui possèdent des œuvres pour monter une exposition, monter une scénographie. Donc c'est à la fois un rôle de sourcing, d'aller sourcer le contenu, d'aller rechercher ce qui est pertinent, et ensuite un travail de mise en scène et de storytelling presque. Et donc voilà, le curator, on va lui donner un thème, Picasso et l'impressionnisme, ou Picasso et par exemple Matisse. Donc le curator va monter une exposition autour de ce thème,
chercher les œuvres, les raconter, créer des chapitres, expliquer les différents moments, et faire en sorte que cette curation, cette exposition, ce n'est pas juste un hall avec des tableaux, mais qu'on suit un parcours, on suit des étapes. Il y a une histoire qui est racontée, et si vous êtes allé dans des expositions récemment, vous voyez à quel point ça fait la différence en termes d'expérience et en termes de qualité. Donc le Learning Curator, ce qu'on a essayé d'appeler comme ça, bah, c'est ce job-là, c'est cette compétence-là, d'aller sourcer, rassembler le contenu pédagogique qui est pertinent pour vous ou votre entreprise, et d'aller ensuite en faire un parcours pour le mettre à votre disposition ou à celui de vos collègues, de manière à en faire une expérience d'apprentissage. Et donc, on vous a résumé les 4 clés pour avoir ce qu'on peut appeler une bonne curation de contenu. C'est voilà les 4 rôles, les 4 missions du Learning Curator. Dans un premier temps, ce Learning Curator, alors qu'il soit chez vous dans l'entreprise, si vous créez ce poste, ou externalisé, parce qu'il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui proposent ce type de service. Le premier objectif pour votre Learning Curator, ça va être de définir en amont les objectifs et les attentes en rapport avec ce que vous avez besoin, les compétences que vous souhaitez développer, et puis dans un second temps, aller chercher les sources, donc établir une méthodologie. Le rapport avec l'art est très bon. Ce que vous disiez Antoine, c'est établir une méthodologie, de dire aujourd'hui quelles sources on va aller chercher. Est-ce qu'on va principalement aller sur YouTube, sur plutôt des TED Talks, sur des MOOC? Alors si on va sur des MOOC, sur quelle plateforme on va? Qu'est-ce qu'on recherche? Dans quelle langue? Vraiment toute la méthodologie qui va permettre de savoir le contenu qu'on va aller chercher, que ce Learning Curator va aller chercher. Et au-delà de ce qu'il va aller chercher, son objectif, ça va être de diffuser cette information. Et pas diffuser simplement un lien par mail, mais de réfléchir à des outils et déposer en fait cette curation de contenu sur un support attrayant. Alors ça peut être une newsletter bien mise en forme, ça peut être votre LMS, ça peut être des plateformes dédiées à la curation de contenu, ça peut être plein d'outils. Je crois que Antoine, tu avais un exemple avec Slack. Oui, exactement. Alors, effectivement, les outils pour faire de la veille et de la curation, là, on va vous en donner quelques-uns. Alors, Slack, c'est un très bon exemple. Slack, c'est un outil qui est une startup qui a développé ce logiciel, qui a une croissance assez énorme. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre un outil de conversation, comme un forum interne, et un outil de gestion de projet. On va pouvoir se connecter avec d'autres services. Donc, l'intérêt de Slack, c'est de pouvoir se connecter avec tous les services. Et donc, sur Slack, vous pouvez créer des listes de conversations, vous pouvez épingler des contenus, vous pouvez taguer des collègues pour les notifier d'une information, avoir un espace de stockage de contenu. Donc, Slack est un très bon outil. On vous présentera un peu plus tard un exemple de projet concret, pédagogique, dans lequel on a utilisé de la curation de contenu de A à Z et des outils comme Slack. Mais donc, en tout cas, trouver des outils pour vous organiser et rassembler votre veille va être très important. Il y en a un ou deux autres qu'on peut citer, que vous pouvez tester si vous ne les connaissez pas encore. Moi, j'utilise par exemple Pocket, comme la poche, P-O-C-K-E-T. Vous avez Pocket, vous avez Evernote, vous avez aussi, pourquoi pas, Twitter. Directement dans Twitter, vous pouvez faire des listes, vous pouvez classer des contenus. C'est important quand on fait de la veille et qu'on veut la rassembler, d'avoir un système de prise de notes pour retrouver ensuite les contenus que vous aurez rassemblés, avoir des archives, pouvoir rechercher dans ces archives, donc taguer les thématiques. Il faut vraiment s'organiser. Une veille, ça s'organise. C'est pas simplement épingler des liens, c'est aussi les organiser de manière à pouvoir les retrouver plus tard. Exactement. Et pour la petite anecdote, nous, il y a 3 ans, chez MyMOOC, on a Air France qui, en fait, allait sur notre plateforme grand public pour chercher des MOOC, qui récupérait les liens, un peu comme si on allait sur YouTube ou sur certains articles, et qui les distribuait sur Yammer, qui est le réseau social interne qui est utilisé chez Air France. Et de cette expérience, Air France nous a dit, mais est-ce que vous pourriez pas nous créer une plateforme dédiée à la curation, d'où ces plateformes dédiées à la curation, il y a MyMOOC, mais il y en a d'autres, qui permettent, en fait, avec des mots-clés, de pouvoir trier, hiérarchiser le contenu. On vous en parlera juste après. Et Air France, son intérêt, bien évidemment, ça a été de pouvoir proposer un catalogue de contenu bien hiérarchisé et qui permet de rendre attrayant et surtout de réduire au maximum la difficulté pour y accéder. L'objectif de ces outils, que ce soit des plateformes de curation, des outils comme Pocket, comme Slack, c'est vraiment l'intérêt de simplifier l'accès pour vos collaborateurs pour accéder au meilleur contenu du web. Et le 4e point, pour terminer, c'est de s'assurer du bon fonctionnement, parce que si par exemple on déploie Slack ou on utilise Pocket et que personne s'y connecte, c'est un peu dommage, parce que le Learning Curator ou même votre service formation va passer du temps à faire cette curation de contenu. Donc, c'est s'assurer du bon fonctionnement en suivant des indicateurs, en suivant qui se connecte, qui partage, qui interagit, et surtout en animant. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de déposer une curation de contenu et de revenir 6 mois plus tard. Le web, aujourd'hui, regorge de plein de ressources qui, permanence, évoluent. On a des super ressources qui, chaque jour, se créent. L'objectif, c'est peut-être de manière mensuelle ou de manière hebdomadaire de diffuser quelques contenus pour alimenter et animer cette partie curation de contenu. Donc, voilà les 4 clés aujourd'hui que nous, on conseille, en tout cas,
de respecter. Je ne sais pas si Antoine, tu vois d'autres éléments. Non, je partage. Je pense qu'effectivement, c'est important de s'organiser, c'est important d'archiver et de structurer. Et après, comme tu l'as dit, de travailler sur l'animation de la communauté et le marketing. Et on va beaucoup en reparler parce qu'effectivement, c'est clé. En fait, voilà, l'idée de la curation, c'est de se dire comment est-ce que collectivement on peut détourner Google ou mieux utiliser Google pour trouver les bonnes ressources et gagner du temps. Alors, on va passer au point suivant. Alors là, on s'adresse principalement aux personnes qui sont en entreprise sur la question du marketing de la formation et du marketing issu de la veille. C'est important parce que une des objections qu'on entend souvent et qu'on a entendu chez Learn Assembly, chez beaucoup de nos clients, c'est que quand on va utiliser des contenus qui viennent de l'extérieur, les collaborateurs dans l'entreprise vont dire c'est intéressant, mais ça ne correspond pas à ce que nous on fait, ça ne correspond pas à notre métier, ça n'est pas contextualisé. Et aujourd'hui, en formation, on attend de la contextualisation, on attend qu'on nous parle de nous, de notre entreprise, de notre métier, de notre projet, pour pouvoir s'identifier et avoir plus d'impact. Donc du coup, c'est important de penser à ça et de l'expliquer. Alors pour ça, on vous a mis des slides, des photos d'e-commerce. Alors comme vous le voyez, là on est sur le site de Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, c'est un site e-commerce. Et ce qu'on a voulu montrer à travers cette capture d'écran, c'est le fait de dire que une fois qu'on a rassemblé du contenu de qualité, payant ou gratuit, qu'on l'a mis à disposition de ses collègues et de son équipe, il va falloir le mettre en scène, il va falloir le raconter. Et là, s'inspirer des codes du e-commerce et s'inspirer des codes du numérique qui viennent de la consommation B2C, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, quand vous voyez sur ce site, en haut à gauche, vous avez un moteur de recherche. En dessous, vous avez des catégories qui sont très précises et qui correspondent à des besoins et à des usages précis. Vous avez des tendances. Si vous allez juste en dessous, vous avez un travail éditorial tous les mois ou toutes les 2 semaines. On va mettre en avant un sujet, on va mettre en avant une tendance, une thématique. Donc voilà, là on a mis un autre exemple. Vous avez des captures d'écran ici avec des présentations de produits qui donnent envie de cliquer. Vous avez des petites icônes, vous pouvez épingler des contenus en favoris. Donc vous avez un peu tout ce travail-là de marketing de la formation. Là, on a mis un autre exemple qui est Etsy. Etsy, c'est une sorte de dénicheur d'artisans qui permet de trouver des produits rares. Donc vous voyez tout le travail qui est fait en termes d'architecture de l'information, de storytelling, de communication. Et du coup, ce qui est à retenir en fait de ça, c'est le fait qu'on a des parcours, on a vraiment des typologies de parcours. Donc les personnes qui ont créé le site e-commerce Etsy ou le site e-commerce de Vestiaire Collective se sont dit qui sont mes clients, quel type de comportement vont-ils avoir? Est-ce que ce sont des gens qui vont beaucoup chercher pour trouver un produit? Est-ce que c'est des gens qui sont pressés, qui vont vouloir acheter en 3 clics? Quel est leur comportement? Quelle est la cible? Et du coup, ils ont adapté le site et l'information à ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient très important. La plateforme MyMOOC, et je pense que Clément en parlera, est justement une plateforme qui reprend ces codes-là et qui permet de le faire. Aujourd'hui, les plateformes de formation classiques comme les LMS ne permettent pas toujours d'avoir des choses aussi personnalisées, attractives. Et c'est aussi quelque chose de très important. Donc voilà, on vous a mis quelques exemples ici. Donc, ce petit par le e-commerce. Oui, mais chez nous, alors, on en a parlé, on ne va pas y revenir. Donc, on a parlé de l'importance du marketing de la formation pour raconter une histoire, faire revenir les personnes sur son parcours de formation et l'importance de la contextualisation. Donc, le fait d'utiliser du contenu extérieur, mais rajouter du contenu spécifique sur votre métier, votre entreprise, pour toujours contextualiser. Et ça nous amène du coup à une compétence, une posture qui est très importante quand on fait de la veille de formation et qu'on veut utiliser des ressources extérieures dans sa formation, c'est la dimension d'animation de communauté. On parle de plus en plus de Learning Community Management, donc d'animation de communauté d'apprentissage. Alors ça fait longtemps qu'on a des communautés de pratique, par exemple dans les entreprises, mais on voit que c'est quelque chose qui se développe et qui est vraiment pris au sérieux. C'est une vraie compétence. On pense souvent que le community management, c'est poster un lien sur un forum et c'est tout. Ça n'est pas du vrai community management. Le vrai community management, c'est avoir une stratégie, avoir un planning éditorial, avoir des contenus, relancer, valoriser certaines personnes. C'est un vrai métier et on voit aujourd'hui qu'un bon learning community manager sur un dispositif de formation de par exemple 200 personnes ou 100 personnes, ça va avoir un énorme impact sur l'engagement, sur le fait que les personnes reviennent, commentent, sont engagées, vivent en fait une émotion sur la plateforme et ça fait vraiment la différence.
Donc, qui dit utilisation du contenu pédagogique externe et utilisation de la veille pour faire de la formation, dit aussi animation de communauté pour faire vivre le contenu, pour créer des débats et éviter que ça retombe un peu facilement. Je ne sais pas si Clément, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, c'est la slide juste après, du coup, qui est en effet communiquer régulièrement, comme vous pouvez le voir en synthèse de cette partie sur le marketing, la formation en général et le marketing plus précisément d'une offre de curation de contenu. Il y a 3 choses à retenir, c'est ce que vient de dire Antoine, c'est créer quelque chose de personnalisé. Alors, au-delà de créer un catalogue personnalisé, c'est s'inspirer des codes qui fonctionnent. Hein. Donc, il y a les sites e-commerce avec cette barre de recherche, les tendances, les articles les plus populaires. On peut faire la même chose sur la curation de contenu. Nous, on aime bien aussi comparer ça avec Netflix, qui est quelque chose d'assez tendance. Sur Netflix, on a une barre de recherche, on a un catalogue de séries et de films, et puis on a des contenus recommandés en fonction de ce qu'on aime. L'objectif, c'est qu'avec de la curation de contenu, on reprenne ces codes-là, moteur de recherche, hiérarchisation de l'information, par compétence par exemple, ou par thématique, et puis une animation mensuelle qui va avec la communication du Learning Community Manager, du Learning Curator, qui va délivrer chaque mois ou en tout cas de manière régulière une information, des nouveautés, des nouveaux contenus pour animer et surtout faire revenir les apprenants. L'objectif, et on sait que ça peut être un problème des LMS parfois, c'est qu'on dépose un catalogue sur un LMS et ce catalogue, il vit pendant plusieurs mois sans forcément d'animation. Aujourd'hui, c'est une vraie tendance, il faut animer, il faut donner envie aux apprenants de revenir. Et le troisième point, c'est suivre l'activité, pardon. Et suivre l'activité, ça paraît logique, mais c'est parfois trop peu respecté. Suivre l'activité, c'est voir ce qu'aiment les apprenants. Peut-être qu'on va définir des compétences et des contenus qu'on va délivrer, mais que les apprenants, c'est pas ce qui leur convient et qu'ils vont sur autre chose. Donc, c'est vraiment analyser pour personnaliser encore plus le contenu. Et c'est ce que font les sites e-commerce, c'est-à-dire qu'en fonction des clics, tout est analysé. En fonction des tendances, on va faire remonter ce qui fonctionne le mieux pour attirer un public qui va revenir régulièrement. Donc, en synthèse, c'est ces 3 points-là, c'est créer un catalogue personnalisé, communiquer régulièrement avec idéalement un Learning Community Manager, et puis suivre l'actualité pour adapter le contenu et fidéliser les apprenants. On va partir sur la 4e partie. Tu voulais dire quelque chose? Est-ce que déjà à ce stade, certains d'entre vous ont des questions ou ont envie de compléter certains points ou d'avoir plus de clarification? N'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez, ou sinon on les garde pour plus tard. Sinon, on y répondra plus tard aussi. Exactement. Tout est possible. Du coup, on va aller sur la 4e et avant-dernière partie. La 4e et avant-dernière partie, c'est comment évaluer l'impact des ressources pédagogiques sur la montée en compétences. C'est un vrai sujet, puisque l'objectif de la formation est bien évidemment de monter en compétences, de développer son employabilité, de développer des connaissances, des compétences. Donc, quand on répond à cette question, qu'on essaie d'y répondre, je te laisserai juste après la parole sur vraiment le ROI après Antoine, mais aujourd'hui, on a le fondateur de l'Institut IBM pour le learning qui nous dit que 75% des compétences utiles au monde de l'entreprise d'aujourd'hui se développent de manière informelle et 25% de manière formelle. Cette citation, pourquoi on vous la partage? C'est pour vous dire que aujourd'hui le formel restera important. C'est hyper important d'avoir délivrer des compétences très formelles à travers de la formation plus traditionnelle. Mais les compétences informelles, alors c'est pas forcément du digital, ça va être des échanges avec des pairs, ça va être participer à des conférences, ça va être échanger avec son manager. C'est de plus en plus important et c'est renforcé par le digital. Et c'est renforcé par le digital. Pourquoi? Parce que ce que nous dit le fondateur de l'Institut IBM, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, les réseaux sociaux, les MOOC, en fait, tout ce qu'on trouve sur le web sont des compétences qu'on développe de manière informelle. Donc, c'est de la formation sans vraiment le savoir. En tout cas, peu de personnes s'en rendent compte. Et aujourd'hui, quand on va calculer un ROI, de savoir si vous déployez demain de la curation de contenu avec un outil, comment on va calculer si ça a fonctionné et si ça a renforcé réellement les compétences de notre entreprise, bah, ça va être de se dire, OK, comment je vais analyser chaque année ce qui a développé un collaborateur, combien de MOOC il a suivi, combien de vidéos il a regardé, combien de livres il a lu. Et c'est tout ça qu'on va tracer, qu'on ne traçait pas il y a 10 ans et qui va nous permettre aujourd'hui de calculer le ROI de la formation traditionnelle. J'ai suivi une formation en présentiel, qu'est-ce que ça m'a apporté, mais surtout que le manager dise de plus en plus, et la direction formation, j'ai aujourd'hui suivi des choses de manière informelle, voilà, je les déclare et mon entreprise a un vrai message pour moi derrière et un vrai suivi. Et donc le ROI, Antoine, si tu veux compléter, le retour sur investissement réel. Aujourd'hui, si tu veux nous en dire plus sur comment on le calcule. Oui, alors effectivement, c'est un sujet important, hein, le ROI de la formation, on en parle beaucoup. Et donc, c'est important d'en parler ici. Aujourd'hui, dans la manière dont la formation fonctionne dans les entreprises, soit on achète des choses sur étagère,
en présentiel ou en ligne, qu'on déploie avec en général un prix par journée pour du présentiel ou un prix par personne pour des licences en ligne. Ou quand on est un individu, c'est pareil, un modèle payant d'inscription. Et ça, c'est quand on a des choses sur étagère, et quand on conçoit des choses sur mesure, on fait de l'ingénierie pédagogique avec un prestataire, il y a de la production de contenu, ça prend du temps, il y a de la gestion de projet, ça coûte de l'argent, et parfois on a peu d'engagement. Donc on peut se poser la question du retour sur investissement. Donc l'intérêt de la curation de contenu et de la veille, c'est que sur des sujets qui sont des sujets un peu des marronniers, ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire des sujets qui sont un peu toujours les mêmes, qui ont été très couverts par ailleurs, des choses du type l'introduction au management ou comment animer une réunion efficace, des choses qui sont un peu des classiques, on va dire. Il existe énormément et de plus en plus de contenu sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et donc, peut-être que dépenser de l'argent pour produire un nouveau module e-learning ou de nouvelles vidéos pédagogiques sur des choses qui sont couvertes à partout par l'extérieur, bah, en fait, ça permet d'économiser de l'argent et ça permet de mettre cet argent sur des projets qui sont vraiment stratégiques, sur la partie sur-mesure, sur ce qui concerne votre entreprise, et c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, on a, nous, des apprenants qu'on a interviewés dans nos programmes de formation qui nous ont dit mon entreprise a acheté ou produit un module e-learning ou un MOOC qui a coûté 50 000 € sur tel ou tel sujet, mais il y avait une chaîne YouTube gratuite qui était de bien meilleure qualité, donc moi je suis la chaîne YouTube gratuite. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu dommage. On a encore la tendance à vouloir produire sur mesure beaucoup de contenu en pensant que son entreprise est très différente, alors qu'en fait, on va pouvoir s'appuyer sur des choses et les contextualiser, les adapter à son environnement, à son métier, à son industrie. Donc le retour sur investissement, il peut se calculer déjà en regardant l'économie de coût sur de l'achat de contenu et sur l'utilisation du contenu. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un autre point qui est plus difficile à calculer, qui est le temps passé à chercher de l'information, à retrouver de l'information. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu dans les entreprises à partager la connaissance. Beaucoup de personnes cherchent, se forment, regardent du contenu à l'extérieur, vont à des conférences, mais ce qu'elles apprennent, ce qu'elles vivent n'est pas forcément partagé avec tout le monde. Et donc, il y a aussi un coût, c'est le coût du doublon en fait. C'est le coût à être plusieurs, à faire exactement la même chose, à se poser les mêmes questions, alors qu'on pourrait, si on se mettait en réseau, partager et aller plus vite pour gagner du temps. Donc là aussi, il y a la possibilité, en utilisant la veille collaborative, la curation, d'avoir un ROI un peu différent et de gagner du temps. Donc voilà des suggestions de manière de le calculer, de le justifier d'un point de vue financier. Et du coup, on va parler maintenant d'un dernier point qui nous paraît très important. On a dit qu'on pouvait trouver du contenu partout, on a dit qu'on pouvait le partager avec ses collègues, qu'on pouvait apprendre finalement en faisant de la veille. Mais concrètement, comment on développe l'envie d'apprendre tout au long de la vie? Parce que aujourd'hui, on voit bien que, et on le voit avec les MOOC, hein, ça s'adresse à une petite partie de la population qui est déjà insérée, qui aime se former, qui est déjà dans cet état d'esprit-là. Comment on fait pour que ça parle à tout le monde, pour que ça ne parle pas qu'à un petit groupe de personnes déjà un peu avantagées? Voilà, comment développer cette culture du self-learning et de l'agilité d'apprentissage. Donc ça nous paraissait important de terminer là-dessus, parce que les contenus c'est bien, mais il faut avoir l'envie et la motivation. Alors, il y a un terme qu'on utilise beaucoup chez Learn Assembly, c'est la notion d'agilité d'apprentissage ou learning agility. Donc c'est un concept qui a été développé dans les années 90, notamment par le cabinet Korn Ferry ou par le Creative Center for Leadership, qui est un centre de formation en leadership basé à New York. L'idée d'agilité d'apprentissage, l'idée de dire que on apprend de son vécu, on apprend en analysant ce qu'on a fait, ses tâches, ce qu'on a ressenti, et en étant capable d'aller en permanence créer de nouvelles situations d'apprentissage pour les débriefer, les analyser et voir ce qu'on a appris. Donc l'idée de l'agilité d'apprentissage, c'est l'idée de dire je me mets un peu en risque, j'expérimente et ensuite j'analyse ce que j'ai vécu et appris pour le transformer en apprentissage. Et donc c'est souvent une analyse très individuelle. Nous, notre vision de l'agilité d'apprentissage, c'est de dire que l'environnement est déterminant dans sa capacité à apprendre. C'est pas juste un travail individuel, c'est pas juste quelque chose de cognitif ou de psychologique, c'est très dépendant de l'environnement. Et donc notre modèle repose sur 3 piliers. Il y a un pilier qui est les processus et les outils. Donc je suis dans mon entreprise, est-ce que les processus de l'entreprise me permettent facilement de me former tout au long de la vie? Est-ce que je peux aller à une conférence ou un meet-up facilement? Est-ce que je peux prendre du temps pendant mes heures de travail pour aller me former sur Internet ou pour aller lire des contenus?
Donc, il y a tous les processus et les outils, c'est très important. Ensuite, il y a les opportunités d'apprentissage, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'au quotidien, j'ai des zones d'apprentissage? Est-ce que j'ai des missions différentes où je vais avoir des tâches qui vont évoluer, qui vont me permettre d'apprendre? Est-ce que je vais avoir d'autres types d'interlocuteurs qui vont me permettre d'apprendre des choses différentes? Donc ça, c'est les opportunités, les occasions d'apprendre. Et après, la vision et la culture de l'apprentissage, c'est moi en tant qu'individu, est-ce que je sais vers quoi évolue mon métier ou mes compétences? Est-ce que je suis capable de me projeter dans l'évolution de mes compétences? Quelle est ma vision de l'apprentissage? Est-ce que je me sens légitime pour apprendre aussi? Il y a beaucoup de gens qui se disent que ils ne sont pas légitimes pour apprendre, qu'ils n'ont pas confiance. Donc voilà, donc nous, on pense que l'apprentissage, c'est une graine et qu'il faut une météo autour pour qu'elle se développe. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit favorable, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, du coup, ça, on va pas forcément en parler. Du coup, concrètement, comment développer cette fameuse agilité d'apprentissage? Parce que c'est ça qui nous intéresse. En fait, un premier des pistes comme ça à partager avec vous, ça peut être de dire on a repéré une série de vidéos ou un MOOC ou des conférences accessibles gratuitement ou pas très chères à l'extérieur, et on les suit à plusieurs. Et après avoir suivi les contenus, on en discute entre nous. Ou quand il y a une activité, cette activité, on la fait ensemble. On se retrouve dans un café ou dans un bureau pour travailler ensemble. On a été amené chez Learn Assembly à animer des cours en ligne et les gens se réunissaient dans une salle et discutaient entre eux avec pourquoi pas un coach ou un community manager ou un formateur et échanger sur ce qu'ils venaient de voir, faisaient les cas pratiques ou les études de cas ensemble en présentiel. Et donc on retrouve un échange collaboratif à partir de contenu qui vient de l'extérieur. Donc là, on crée concrètement un espace d'apprentissage pour que les gens discutent, partagent. Donc l'agilité d'apprentissage, c'est aussi essayer de développer ce qu'on appelle sa réflexivité, sa capacité à prendre du recul sur ses émotions, sur ce qu'on a vécu dans le travail, pour essayer d'identifier comment mieux gérer son stress, comment accepter le feedback et progresser en continu. Donc, chez Learn Assembly, on développe des outils qui permettent de développer ça, cette fameuse agilité d'apprentissage, et on pourra en reparler si ça vous intéresse. Du coup, je vais repasser la parole à Clément, qui voulait… Et 3 chiffres à vous partager sur cette culture du self-learning, comment l'inculquer, comment donner envie en fait aux apprenants d'apprendre. Nous, on aime partager 3 chiffres chez MyMOOC, qui sont ce que vous voyez s'afficher issus de différentes études. Aujourd'hui, pour inculquer une culture du self-learning et donner envie et de mettre en place tout un contexte, comme vient de l'expliquer Antoine, pour donner envie et permettre aux collaborateurs de s'exprimer et d'aller se former tout au long de leur vie, il faut surtout avoir conscience que les salariés d'entreprise déclarent, surtout sur ces dernières années, qu'ils se forment de plus en plus par eux-mêmes. Alors quand ils disent qu'ils se forment de plus en plus par eux-mêmes, c'est avec des MOOC, c'est avec des vidéos, c'est avec tout ce qu'on vient de voir, avec toutes ces ressources du web. Donc ils déclarent se former aujourd'hui 5 fois plus par eux-mêmes qu'avec les outils mis à disposition de leur entreprise, pour plein de raisons. Et pareil, si ça vous intéresse, ces études, on pourra vous les partager juste après ce webinaire. Et puis 2 autres chiffres, 95%. 95% aujourd'hui, c'est le nombre de salariés qui déclarent en Europe penser à se former par eux-mêmes pour aller développer des compétences en rapport avec du numérique, et 94% en France. Et ça, trop peu de services formation, trop peu d'entreprises en ont encore conscience et se disent voilà, on va encore délivrer du savoir, on va mettre à disposition des modules sur notre LMS, on va mettre à disposition de la formation présentielle, mais les salariés, eux, déclarent aller chercher le contenu par eux-mêmes, donc autant les aider et aller leur dire voilà quels sont les meilleurs contenus existants, voilà la bonne curation de contenu en rapport avec tes besoins. Et puis un dernier chiffre, 47%. 47%, c'est le pourcentage de salariés qui déclarent que le moyen le plus efficace pour développer une compétence, on parle ici de compétences transverses, pas d'une compétence très spécifique, c'est d'avoir accès en fait à des documents, à des vidéos, à des ressources en ligne. Et ce chiffre, il est à mettre en parallèle avec les RH qui ont aussi été interrogés sur quel est le bon moyen de développer une compétence. Et les RH, ils nous répondent à 30% que ce moyen intéressant et ce moyen pertinent pour aller développer une compétence, c'est d'avoir accès à des documents, des vidéos, des ressources en ligne. Donc il y a un petit décalage et l'objectif, c'est justement que les entreprises de plus en plus, pour devenir des organisations apprenantes, pour devenir des organisations qui incitent au self-learning, prennent conscience de ces chiffres. Donc, du coup, tous ces chiffres posés, d'ailleurs, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse sur un livre blanc qu'on va sortir avec notamment ces chiffres que vous retrouverez et qu'on sort dans les prochains jours. On aura l'occasion de vous le partager sur comment inculquer une culture du self-learning et qu'est-ce qu'une bonne curation de contenu avec
différents conseils comme on vous les partage dans ce webinaire. Donc, comment on met tout ça en place? Donc, avec des outils. Et nous, chez MyMook, on propose un outil. Et on terminera là-dessus. On propose un outil qui permet en fait aux organisations de faire 3 choses. C'est de centraliser un catalogue des meilleures ressources en ligne, des vidéos, des conférences, des tutos, des articles, des podcasts, hiérarchisés par compétences. On définit ensemble, on définit des compétences importantes au monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, nos clients nous donnent ces thématiques, ces mots-clés, ces compétences pour qu'on vienne alimenter avec des learning curateurs les meilleures ressources et qu'on vienne animer tout ça avec une sélection mensuelle qui est personnalisée selon l'entreprise et même selon l'apprenant, en fonction de ses besoins, en fonction de son service. Il va avoir les meilleurs contenus du web, des MOOC, mais aussi des vidéos, des articles, des podcasts sur un portail unique qui est très souvent branché en fait avec son LMS. La curation de contenu vient vraiment, comme le disait Antoine tout à l'heure, remplacer des choses qui sont très génériques, si on peut les appeler comme ça. Animer une réunion aujourd'hui, pas besoin de créer un module, il y a déjà des super choses sur le web, encore faut-il le savoir et encore faut-il aller chercher le bon contenu. L'objectif du coup, c'est de venir greffer un outil de curation de contenu, que ce soit MyMook comme on vous le présente ici ou d'autres outils avec votre LMS, avec votre environnement de formation. Et c'est avec ce type d'outil que vraiment on donne envie aux collaborateurs d'aller se former par lui-même, d'avoir envie de se former par lui-même et du coup on réussit dans l'entreprise à inculquer une culture du self-learning. Antoine, je ne sais pas si tu veux compléter avant qu'on passe aux questions s'il y en a. Peut-être vous donner un exemple de projet réalisé entièrement grâce à de la curation de contenu, un projet de formation. Donc on a produit un projet de formation pour des managers, de 250 ou 300 managers, pour développer un certain nombre de postures et de compétences sur l'agilité, sur le feedback notamment. Et donc plutôt que d'aller reproduire le contenu, on a fait donc une curation, on a fait une sélection de contenu qui nous paraissait intéressant. Et en fait, on a mis à disposition de cette entreprise ces contenus, mais surtout des challenges à réaliser en situation de travail toutes les semaines pour que les participants soient vraiment acteurs de leur formation. Et pour réaliser ce challenge, ils peuvent aller sur la plateforme où ils retrouvent des contenus justement qui les aident à préparer les articles ou des ressources pédagogiques qui les aident à préparer, à se poser les bonnes questions. Et on a pu livrer ce parcours en 2 mois et demi. Et donc, on a à la fois quelque chose qui est allé vite, qui est très scalable puisqu'on peut toucher beaucoup de monde grâce à ça, et surtout qui est concret puisque c'est en situation de travail, les gens font quelque chose, et donc on n'est pas dans un e-learning peut-être un peu plus statique ou passif, et on voit comment on peut utiliser des ressources en ligne et les mettre dans un parcours de formation qui va être expérientiel et qui va faire vivre quelque chose à des participants. Voilà, c'était un petit retour d'expérience. Et on vous laisse peut-être poser des questions s'il y en a, si vous en souhaitez. Une question. Bien sûr. Alors, concernant les slides, oui, les slides, a priori, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci pour les slides. Et puis pour les chiffres, avec plaisir, on vous partagera les études complètes desquelles sont issus ces chiffres, les 3 chiffres notamment, et puis je ne sais plus si on va les partager en haut, mais oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Camille? Ah non, on a vu Camille taper, mais non. Alors on est un peu en contre-jour. On s'en rend compte maintenant, là, vous ne voyez pas très bien. Il y a trop de soleil aujourd'hui. J'aimerais en savoir plus. Alors on va prendre Leïla. J'imagine que vous parlez du parcours de formation des managers. Si c'est ça, oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait pour un client, mais qu'on va justement adapter et déployer dans notre catalogue Learn Assembly. Donc avec plaisir pour en reparler. Et est-ce que le contenu sur le web est disponible gratuitement? Alors là, c'est une bonne question, la question de Joël. Je vais répondre en 2 temps. Il y a un premier sujet, c'est vous, à titre personnel, pour vous auto-former. Le contenu qui est accessible sur Internet, vous pouvez l'utiliser pour vous. Il n'y a pas tellement de sujets. Ensuite, il y a la question dans l'entreprise. Si vous voulez faire un parcours de formation avec des contenus gratuits, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de le faire. En revanche, vous n'avez pas la possibilité de le faire si vous commercialisez ce parcours. Donc, par exemple, si vous êtes organisme de formation, que vous faites un programme sur la gestion de réunion, que vous utilisez des vidéos qui sont importantes, qui sont clés dans le parcours de formation, et que vous vendez ce parcours, là c'est un peu problématique. Donc, là, il faut contacter normalement les concepteurs, les auteurs pour s'assurer de ça.
Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça. Ouais, aujourd'hui, nous, on s'est posé cette question puisqu'on est dans la, et ça répond aussi à la question de Philippe Ramet qui nous demande si, enfin, quel est le LMS spécialisé dans la curation learning. Donc aujourd'hui, MyMOOC est avec sa partie entreprise, ce LMS. Alors nous, on l'appelle la Learning Curation Platform, donc plutôt LCP si on voit dans les acronymes, mais on va pas en rajouter un. Donc en tout cas, c'est une plateforme qui permet de faire de la curation. Aujourd'hui, c'est une question qu'on s'est posée. On travaille avec des grands comptes, L'Oréal, Air France, Total, mais aussi des plus petites organisations. La question que nous posent nos interlocuteurs, c'est comment ces contenus gratuits, on peut les mettre à disposition de l'entreprise et surtout, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des ressources qui sont développées par des universités quand c'est des MOOC, mais aussi par des particuliers quand c'est de la vidéo YouTube. Donc, en effet, soit le contenu est libre et accessible, parce qu'il y a des systèmes de droits d'auteur qui sont dans certains MOOC où on peut réutiliser les contenus intégralement et les mettre à disposition de l'entreprise. Et pour les vidéos YouTube ou pour certaines plateformes vidéo, c'est pareil, c'est une question de droit. En fait, à partir du moment où vous déposez un contenu sur le web, sur YouTube, vous donnez l'autorisation à YouTube de partager cette vidéo dans un cadre commercial ou non. Donc en fait, nous, quand on va piocher, les curateurs de contenu, on va aller chercher ce qui est utilisable et surtout ce qui est légal. Et le vrai objectif, c'est aussi de vous accompagner là-dessus et de vous dire, bah voilà, les learning curateurs, ils vont aller vous s'assurer, ils vont aller vérifier que le contenu qu'on va mettre à disposition dans le cadre d'une montée en compétence sur une plateforme de curation de contenu est aujourd'hui légal et peut être diffusé pour monter en compétence. Donc oui, aujourd'hui c'est gratuit. Tout n'est pas gratuit et exploitable, mais beaucoup de contenus sont gratuits et exploitables dans un cadre commercial ou en tout cas dans le cadre de l'entreprise. On va enchaîner avec les questions. Anna qui nous dit bonjour, comment pouvez-vous garantir la protection des droits de propriété et des contenus? Je pense qu'on vient de répondre, je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, ça dépend vraiment des plateformes. Enfin, le web regorge de ressources, on ne peut pas exploiter tout gratuitement enfin gratuitement. On ne peut pas exploiter du contenu gratuit et en faire un usage commercial pour tout. On peut le faire parfois. C'est vraiment aujourd'hui pour ça qu'il y a des acteurs qui sont spécialisés dans la curation de contenu, des cabinets comme Learn Assembly avec différentes solutions, des plateformes plutôt technologiques comme MyMOOC. Aujourd'hui, on est vraiment là pour aider et vous garantir que les contenus qu'on va mettre à disposition on respecte bien les droits de propriété. Philippe Ramette, vous ne parlez pas beaucoup des Creative Commons. Je pense qu'on vient aussi y répondre. Je ne sais pas si Antoine. Non, moi je pense qu'effectivement, je n'ai pas de choses à ajouter sur ça. Peut-être ça dépend vraiment du contenu, s'il y avait une réponse générique à faire. Du contenu et du contexte de déploiement, en fait. Exactement. Donc sur ça, voilà. C'est l'objectif des sociétés spécialisées dans la curation de contenu. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres attentes? Je crois qu'on a une question. On a deux questions qui arrivent. Je sens que ça va être une longue question. Existe-t-il des statistiques sur les pratiques de veille chez les salariés? Ça, c'est une très très bonne question. Moi, j'ai pas en tête de chiffres ou d'études qui a été réalisée sur ça. Alors, nous, on a fait une étude alors je refais le teasing de notre livre blanc qui sort en cette fin de semaine. On a mené une étude avec Schema Conseil qui avait pour objectif, en fait, on a travaillé en collaboration avec eux. On a été interviewé des collaborateurs de 200 entreprises différentes en leur demandant aujourd'hui comment ils se formaient, ce qu'ils préféraient dans les méthodes de formation, et s'ils préféraient YouTube ou leur LMS ou du présentiel. On leur a surtout demandé comment ils allaient faire de la veille sur ces contenus. Est-ce qu'ils avaient des notifications? Est-ce qu'ils avaient une appli de podcast sur leur téléphone pour l'écouter dans le métro? Donc, on a ces informations dans notre livre blanc. Il faudrait que je re-regarde, mais en tout cas, on vous le partagera. Je suis persuadé que dans cette étude complète, on a des statistiques qui peuvent donner une bonne indication de comment, dans les entreprises, on fait de la veille quand on est un salarié. On a une question de Melinda. L'émission de curation de contenu entre donc dans le champ de compétences du Digital Learning Manager. Alors, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, évidemment, et de la stratégie. Moi, à titre personnel, je pense que oui. Je pense qu'un Digital Learning Manager ou un concepteur pédagogique, c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait organiser sa veille, chercher de l'information, récupérer du contenu, soit pour l'adapter et le contextualiser dans une conception sur mesure, soit pour gagner du temps. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important.
Et nous, pour l'anecdote, on a pas mal d'entreprises qui en fait nous contactent chez MyMook, qu'on a une plateforme de curation de contenu, qui nous disent bah j'ai pas le temps de faire cette curation de contenu. Ouais. Donc c'est aussi un sujet de dire que c'est en fait, une nouvelle mission du Digital Learning Manager. Je suis entièrement d'accord avec Antoine sur le fait que oui, aujourd'hui c'est au Digital Learning Manager d'inculquer cette curation, d'impulser cette curation de contenu et de la lancer. Parfois il n'a pas le temps, donc il y a des solutions qui existent pour justement externaliser ça et plutôt gérer ça de manière externe avec des partenaires pour être accompagnés et puis gagner du temps sur cette curation de contenu. On a une question de Lou. Comment pouvez-vous garantir la pertinence des ressources dans le cadre de la curation de contenu? Alors là aussi, c'est une excellente question. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a avoir dans l'équipe projet des experts qui connaissent le cœur du sujet et qui vont pouvoir valider les messages qui sont partagés dans une vidéo ou une ressource que vous utilisez à l'extérieur. Donc déjà, s'assurer que ça vous va en termes de messages, en termes de fond, et que ça correspond à ce que vous voulez dire dans votre entreprise. Donc après, voilà, il n'y a pas 36 000 manières de le faire. Il y a aussi la recommandation peut-être. C'est ça la recommandation. Et nous, chez MyMook, en fait, on a développé un système qui est un peu comme Allociné. On aime bien sortir cette anecdote, cet exemple. C'est qu'en fait, nos learning curators, donc qui sont internes et qui accompagnent nos clients, je parlais tout à l'heure d'Air France. Air France définit des besoins, des compétences. Et comment on garantit à Air France que les contenus qu'on va recommander, les MOOC, les vidéos et les articles sont pertinents par rapport aux compétences souhaité développer les équipes formation d'Air France, et ben en fait, nos learning curators, ils vont aller chercher ce qu'il y a sur le web. Donc là, en fait, c'est pur algorithmique, c'est-à-dire aller alimenter notre base de données pour voir tout ce qui existe. Et en fait, comme Allociné, quand la presse va voir un film au cinéma et donne son avis, donne une note avec un commentaire, donne un avis, et que nous, en tant que spectateurs, en tant qu'utilisateurs, on va sur Allociné, on voit la note des spectateurs, mais aussi la note de la presse, donc la note de l'expert du cinéma. Nous, c'est pareil pour la curation de contenu. C'est comme ça qu'on garantit la pertinence. C'est que pour chaque ressource, on a une note et on a un avis du learning curateur, ce qui permet de garantir la ressource, qu'elle est de qualité, qu'elle est pertinente et qu'elle est utile, et surtout de donner une indication à l'apprenant. Voilà. Après, il y a différentes méthodes. On en a cité. Il y a cette méthode-là. Vous pouvez aussi imaginer vos propres méthodes. Donc, il n'y a pas une méthode type. Il y a différentes méthodes qui permettent de garantir la pertinence. On arrive au bout de notre heure ensemble. S'il y a une dernière question, on peut peut-être la prendre. Sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires, des précisions, une démo de MyMook. Enfin, vous pouvez voir la version premium, puisque vous avez MyMook en public, mais surtout cette curation de contenu dans le cadre de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Pas d'autres questions? Il y a une question qui est dévertie, mais Philippe, on a deux autres questions. On va prendre les deux dernières questions. La curation ne remplace bien sûr pas la formation complète avec le présentiel, par exemple. Comment assurer la complémentarité des deux? Excellente question. Je crois qu'Antoine, tout à l'heure, tu y répondais. Vraiment, et ça reprend la frise qui était au début et que je vous ai partagé. Aujourd'hui, c'est complémentaire, cette curation de contenu. Et comment s'assurer de la complémentarité? C'est que si, par exemple, demain, vous déployez un outil avec de la curation de contenu, un catalogue de ressources, et vous pouvez, avant du présentiel ou après du présentiel, avant pour sensibiliser sur un sujet, dire à vos apprenants, allez-y, on vous a mis une plateforme de curation de contenu, allez voir les meilleures ressources en rapport avec ce que vous allez apprendre en présentiel, ce dont vous allez être formé. Et puis après, pour renforcer des compétences, de dire, voilà, vous pouvez retourner pendant le présentiel, si vous avez une logique où tout est vraiment imbriqué dans l'entreprise, vous pouvez dire, durant une session de présentiel, vous avez aussi un portail tout au long de l'année pour retrouver des ressources en rapport avec ce qu'on vous a délivré en termes de connaissances et de compétences durant cette journée de présentiel. Donc c'est vraiment complémentaire, et aujourd'hui, c'est ça le message, c'est que c'est complémentaire et ça ne vient pas remplacer le présentiel. On a une personne qui dit bonjour du Sénégal, bonjour. Bonjour. Enchanté. Et merci Philippe pour votre commentaire. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Et on vous enverra le support. On vous enverra le support si vous le souhaitez. Et les précisions. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus sur la curation de contenu et comment on met ça en place dans l'entreprise. Merci à vous. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.